Chers étudiants, bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder la notion des rendements d'échelle. Dans ce qui a précédé, on a eu l'occasion de voir la relation entre la quantité des facteurs de production qu'on utilise et le niveau d'output qu'on pourra obtenir. Dans le long terme, l'entreprise doit également décider de combien et comment augmenter son volume de production. Raison pour laquelle il pourra poser la question suivante. Si l'entreprise décide de doubler la quantité de ses facteurs de production, est-ce que son output va seulement doubler ou va plus que doubler ou va moins que doubler? C'est la raison pour laquelle on doit comprendre la nature des rendements d'échelle qui caractérisent une activité de production d'une entreprise donnée. Comment alors peut-on définir les rendements d'échelle? Les rendements d'échelle mesurent la sensibilité de la production lorsqu'on augmente la quantité des différents facteurs de production de la même proportion. Et suite à cela, 3 cas de figure se présentent. Soit les rendements d'échelle sont croissants, soit ces rendements d'échelle sont décroissants, ou ces rendements d'échelle sont constants. D'accord? Alors, si on veut formaliser les rendements d'échelle, les formaliser de manière mathématique, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Que lorsque l'entreprise augmente la quantité de ses facteurs de production de la proportion n et que son niveau de production a été multiplié par plus que n, on est en présence des rendements d'échelle croissants. Et si son niveau de production obtenu après avoir augmenter la quantité de ces facteurs de production de la proportion n, ce niveau de production final a été inférieur à n l'output initial, c'est-à-dire que sa production a été multipliée par moins que n, là on dit qu'on est en présence des rendements d'échelle décroissants. Et si son niveau de production n'a été multiplié que de n une fois qu'on a augmenté la quantité de ces facteurs de production de la proportion n, alors on dit qu'on est en présence des rendements d'échelle constants. Avec n toujours supérieur à 1, c'est-à-dire n devra être égal à 2, au 3, au 4, soit on double la quantité des facteurs, on la triple ou on la quadruple, ainsi de suite. D'accord? QNLNK, c'est ce qu'on appelle l'output final une fois qu'on a augmenté la quantité des facteurs de la proportion n. Et Q de LK n'est que l'output initial. Je pourrais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre cela. Supposons qu'on a une petite entreprise, d'accord, QKL. Cette entreprise utilise une seule machine et un seul travailleur. En utilisant ces deux facteurs, quel est le niveau de production qu'il pourra obtenir? Supposons qu'il s'agit de 20 unités produites. Maintenant, cette entreprise, s'il augmente sa taille, il double la quantité de ses facteurs de production. C'est Q de K de L. Et l'output qu'on obtiendra étant de 40. Qu'est-ce que représente 40? Lorsque l'entreprise a doublé la quantité de ses facteurs de production. 40 en doublant est égal également le double de l'output initial qui est de 20, c'est-à-dire 2 fois l'output initial. D'accord? En doublant la quantité des facteurs, l'output obtenu par rapport à l'output initial, qu'est-ce qu'on dit? L'output n'a fait que doubler. L'output n'a fait que doubler.
40, on est alors en présence des rendements d'échelle constants. Si maintenant, d'accord, on double la quantité des facteurs, je vais vous dire d'autres choses. Avant d'oublier, on a dit égal à 40, c'est-à-dire 2 fois 20, c'est-à-dire 2 fois l'output initial, d'accord? C'est-à-dire, si on veut généraliser en multipliant les facteurs de production par la proportion m, L, m, k, égale à 2, là m égale à 2, c'est m de k, L, k. D'accord? Lorsqu'on a augmenté la quantité des facteurs de la proportion n, l'output a été multiplié par m. On est en présence des rendements d'échelle constants. Okay? Maintenant, en doublant la quantité des facteurs, supposons que l'output obtenu était de 60. 60 et cette valeur-là est supérieure à 2 fois l'output initial, sachant que l'output initial n'est que de 20. 60, c'est 3 fois l'output initial. Donc, lorsqu'on a doublé, si on double la quantité des facteurs et l'output a fait plus que doubler, alors on dit qu'on est en présence des rendements d'échelle croissants. Parce que 60 est supérieur à 2 fois l'output initial. Pour généraliser, on dit Q de MK ML est supérieur à M de KLK. D'accord? Ça, cette situation veut dire quoi? Veut dire qu'on est en présence des rendements d'échelle croissants, toujours avec M supérieur à 1. D'accord? Avec M supérieur à 1. Troisième situation, si on double la quantité des facteurs, et qu'est-ce qu'il arrive à l'output final? Elle est par exemple de 35. Qu'est-ce que vous constatez? Lorsqu'on a doublé la quantité de facteurs, on a obtenu moins que 2 fois l'output initial qui est de 20. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est en présence des rendements d'échelle décroissants quand l'entreprise a augmenté ses facteurs de production de la proportion n. Son niveau de production a été multiplié par moins de m. M, Q, L, K. OK? Voilà. Alors, je poursuis. Pour les rendements d'échelle croissants, on peut les définir de la manière suivante. Lorsqu'on entreprise double la quantité de ses facteurs de production, l'output fait plus que doubler. Lorsqu'on triple la quantité des facteurs de production et l'output fait plus que tripler, alors on est en présence des rendements d'échelle croissants. Dans cette situation, elle sera préférable pour l'économie que la production soit réalisée par une seule et grande entreprise au lieu de faire appel à des petites entreprises. Je vais expliquer cette situation à travers l'exemple suivant. Regardez. Je garde un output initial de 20 réalisé par une petite entreprise. D'accord? Regardez. Maintenant, supposons qu'on est en présence des rendements d'échelle croissants. Quand je double la quantité des facteurs, j'obtiendrai 60. 60. Je vous donnerai un petit exemple très simple. On a une économie qui a besoin de 60 marqueurs. D'accord? Là, on présente des rendements d'échelle croissants. Une seule entreprise qui a augmenté sa taille en doublant la quantité de ses facteurs de production, il arrivera à produire ses 60. Parce qu'on est en présence de rendements d'échelle
croissant. 60 présente plus que le double, d'accord, de l'output initial. Maintenant, si pour produire ces 60 et satisfaire les besoins du marché, on fera appel à des petites entreprises. Il nous faudra combien de petites entreprises pour produire 60? Il nous faudra 3 petites entreprises, K, Q, L, K, Q, L, K, Q, L, K. Chaque petite entreprise ne pourra produire qu'une quantité de 20, une quantité de 20, une quantité de 20. De fait, pour produire les 60, si on fait appel à des petites entreprises, on doit investir en travail et capital, d'après notre exemple, 3 fois. Et si on utilise une seule et grande entreprise pour produire les 60, on n'aura besoin que de multiplier de 2 fois la quantité des facteurs de production utilisés. Donc, c'est plus intéressant de produire en présence des rendements d'échelle croissant avec des entreprises de grande taille. D'accord? Parce que la productivité ici des facteurs est élevée comparativement à la productivité des facteurs lorsque ils sont utilisés dans des petites unités de production. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il arrive aux isocantes en présence des rendements d'échelle croissants? Regardez s'il vous plaît. Si on a 2 unités de capital et 5 unités de travail, cette combinaison-là se situe sur cette isocante, on arrivera alors à produire 2 unités produites. Maintenant, si on double la quantité des facteurs en passant de 5 travailleurs à 10 et de 2 machines à 4, on est alors sur ce point-là, d'accord? Ce point-là appartient à cette isocante. Donc, cette combinaison-là, d'accord, permet de produire 30 unités. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on a doublé la quantité des facteurs, qu'est-ce qu'il arrive à l'output? L'output a fait plus que doubler, 30 est supérieur à 2 fois 10. D'accord? Regardez la distance entre les isocantes. La distance entre les isocantes, on dit que les isocantes, en présence des rendements d'échelle croissants, sont plus rapprochés, d'accord, à mesure que l'on augmente la production. Les isocantes se rapprochent lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle croissants. Pourquoi? Parce que pour produire 20, est-ce que vous aurez besoin de 2 fois plus d'input? Non. On aura besoin de moins 2 fois plus d'input. C'est pour ça qu'on dit que, à mesure que le niveau de production augmente, qu'est-ce qu'il arrive aux isocantes? Les isocantes en présence des rendements d'échelle croissants se rapprochent. Deuxième cas de figure, je vais aller directement au rendement d'échelle décroissant. Lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle décroissant, là où la production fait moins que doubler lorsqu'on double la quantité des facteurs, elle sera plus intéressant pour l'économie, pour que la production soit réalisée par des petites unités de production au lieu d'une grande entreprise. D'accord? Pourquoi? Parce que la productivité, d'accord, sera impactée si les capacités de production sont très élevées. Les moyens de production sont plus productifs dans le cadre des petites entreprises que dans le cadre d'une entreprise de grande taille. J'explique. On est en présence des rendements d'échelle décroissants. Alors, avec une seule machine, un seul travailleur, on arrive à produire 20. Si maintenant l'économie a besoin je prends comme exemple, de 40 marqueurs, on doit satisfaire un besoin dans le marché
de 40 marqueurs. D'accord? Si une seule entreprise qui augmente ses capacités de production, il va les doubler en présence de rendement d'échelle décroissant. Qu'est-ce qu'il arrive au niveau de production? La production fait moins que doubler, donc on ne va pas atteindre 2 fois 20, plutôt moins que 2 fois 20, par exemple 35. Et puisque l'économie a besoin de 40 marqueurs, regardez s'il vous plaît, une seule et grande entreprise ne pourra permettre, d'accord, d'atteindre cet objectif-là qu'en encore augmentant et en augmentant la quantité de ces facteurs de production. D'accord? Il a doublé, mais il n'arrive pas à doubler l'output initial. Par contre, ces 20-là, regardez ces 20-là, si on a une petite entreprise, elle pourra produire combien? 20. Une autre entreprise de petite taille, elle pourra également produire 20. Les deux permettent de satisfaire le besoin de marché qui est de produire, qui consiste à produire 40 marqueurs. On a fait 2 fois d'investissement en L et 2 fois d'investissement en K. Et on arrive à satisfaire le besoin de marché. Dans le cadre d'une grande entreprise en présence des rendements d'échelle décroissants, même si avec le même nombre d'investissements, on n'arrivera pas à atteindre notre objectif, qui est de produire 40 marqueurs. Ok? Alors, je poursuis. Qu'est-ce qu'il arrive aux isocantes lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle décroissants? Lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle décroissants, d'accord, les isocantes, s'éloignent. Regardez. On a 5 travailleurs et 2 machines, arrivent à produire 10. Lorsqu'on double la quantité des facteurs, en passant de 5 travailleurs à 10 travailleurs et 2 machines à 4 machines, on arrivera seulement à produire 18. On n'a même pas pu doubler la quantité de l'output. Il n'est pas de 20, il est moins de 20. D'accord? C'est moins du double du niveau de production initial. Alors, pour produire le double en présence de ces rendements d'échelle décroissants, pour atteindre les 20, il nous faudra utiliser plus que 2 fois la quantité des facteurs de production. D'accord? C'est tout à fait logique. En présence des rendements d'échelle décroissants, pour doubler le niveau de production, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser plus que 2 fois la quantité des facteurs de production. Lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle croissants, lorsque on double la quantité des facteurs, l'output fait plus que doubler. Donc, en présence des rendements d'échelle croissants, lorsque on veut doubler le niveau de production, on aura besoin de moins 2 fois la quantité des facteurs. D'accord? Pourquoi? Parce que la productivité des facteurs est élevée. Et en présence des rendements d'échelle décroissants, je répète, pour doubler le niveau de production, il vous faudra plus que le double de la quantité des facteurs, puisque la productivité des facteurs, quand même, est faible, en présence toujours des rendements d'échelle décroissants. La troisième situation, l'autre cas de figure, c'est lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle constants. Lorsqu'on est en présence des rendements d'échelle constants, lorsqu'on double la quantité des facteurs, l'output ne fait que doubler. Très bien. Alors, dans ce cas-là, on pourra dire que si l'économie a un besoin de production, d'accord, satisfaire un besoin, les deux situations sont possibles, que ce soit produire avec une entreprise de grande taille ou des entreprises de petite taille. D'accord? On dit que la taille opérationnelle de l'entreprise n'impacte pas la productivité de ces facteurs de production. Pour la distance entre les différentes isocantes, regardez. Toujours, avec 5 travailleurs et 2 machines, on arrive à produire 10.
lorsqu'on double la quantité des facteurs, qu'est-ce qu'il arrive au niveau de production? Regardez, il n'a fait que doubler. Lorsqu'on a triplé la quantité des facteurs de production, l'output n'a fait que tripler. La distance reste toujours la même à mesure que le niveau de production augmente. On dit que les isocantes en présence de rendements d'échelle constants sont équidistantes ou identiquement espacées. D'accord? Et en présence de rendements d'échelle constants, lorsqu'on double la quantité des facteurs de production, l'output ne fait que doubler. On dit que pour doubler le niveau de production, on aura besoin au moins de 2 fois la quantité des facteurs de production. Alors, il me reste à étudier 2 cas de figure, d'accord, d'isocantes. Le premier cas, c'est lorsque les facteurs sont parfaitement substituables, c'est-à-dire un facteur de production pourra facilement aller remplacer un autre. Exemple, là, sur cette carte d'isocantes, regardez, les isocantes sont sous forme de droite. Pourquoi? Parce que là, les facteurs de production sont parfaitement substituables. On peut produire ce niveau de production Q3 à travers cette combinaison C qui utilise beaucoup de travail et peu de capital, ou plutôt avec cette combinaison A qui est tout à fait le contraire de la première combinaison. Là, on utilise beaucoup de capital et peu de travail, ou à travers une combinaison qui utilise des proportions équilibrées entre la quantité du travail et de capital. Exemple, la production des flûtes. On pourra produire des flûtes à travers une manière que je pourrais qualifier d'artisanale. D'accord? Artisanale, on fait appel à beaucoup de travail et peu de capital, ou plutôt en utilisant beaucoup de machines et peu de travail, c'est-à-dire un processus de production qui est bien industrialisé. D'accord? Alors, ou de manière équilibrée. Autre chose, c'est que lorsque l'isoconte forme une droite, la pente sur n'importe quel point sur cette isoconte-là sous forme de droite, la pente reste toujours la même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le taux marginal de substitution technique reste constant. D'accord? Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a 2 facteurs qui sont parfaitement complémentaires. Lorsqu'on a 2 facteurs qui sont complémentaires, parfaitement complémentaires, c'est-à-dire il s'agit là d'une fonction de production à proportion fixe, l'entreprise ne pourra produire qu'en utilisant 2 facteurs de production. Dans chaque facteur, on doit respecter dans son utilisation une proportion bien déterminée. Également, c'est le cas pour l'autre facteur, pour pouvoir produire. D'accord? Si on veut produire, on doit utiliser les 2 facteurs dans leur proportion fixe. Exemple, pour 2 facteurs qui sont parfaitement complémentaires, les travaux de la voirie, ça vient de paraître, on a un travailleur qui a besoin pour travailler d'un marteau-piqueur. On a comme machine un marteau-piqueur et comme travail un travailleur. Si on a un travailleur et un marteau-piqueur, on est sur ce niveau de production Q1. Pour avancer dans les travaux de la voirie, si je veux encore avancer, je dois dans ce cas-là, pour avancer, augmenter la quantité de ces 2 facteurs dans leur proportion fixe, c'est-à-dire un travailleur pour un marteau-piqueur. 2 travailleurs avec 2 marteaux-piqueurs me permettent d'avancer. 3 travailleurs avec 3 marteaux-piqueurs vont me permettre encore d'avancer. Mais si j'ai 3 travailleurs et un seul marteau-piqueur, un travailleur ne pourra travailler qu'en utilisant un marteau-piqueur. Donc les 2 travailleurs là
D'accord, on est toujours sur cette isoquante. Cela ne permettra pas d'avancer dans ce travail, d'accord, de restauration, d'avarie. Donc, raison pour laquelle on dit qu'on ne pourra augmenter la quantité de production que lorsqu'on augmente les facteurs de production dans leur proportion fixe, lorsqu'on est en présence de facteurs qui sont parfaitement complémentaires. D'accord? Un autre exemple, production des cornflakes. J'aurais besoin de, par exemple, de 150 grammes de chocolat et de 400 grammes de blé. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. D'accord? 150 grammes de chocolat et 400 grammes de blé. Si je veux, cela est nécessaire pour produire un seul paquet. Si je veux produire 2 paquets, j'aurai besoin de combien de chocolat? Il faut passer de 150 à 300 et au niveau de blé de 400 à 800. D'accord? Ainsi de suite. Si je veux augmenter encore le niveau de production, je dois impérativement augmenter la quantité de ces deux facteurs dans leur proportion fixe. Alors, la forme d'une telle isoquante qui présente ces situations, comment il est? La forme, elle est sous forme de L. D'accord? Une forme de goutte. D'accord? Une forme de L. Là, on parle de deux facteurs qui sont parfaitement complémentaires. Il n'y a aucune substituabilité entre ces deux facteurs. Aucun facteur ne pourra venir remplacer l'autre facteur de production. Ok? Je continue. Le dernier point qui traite des formes algébriques, les formes algébriques de la fonction de production. On a quoi? On a deux. Je vais prendre deux cas de fonction de production. La fonction de production linéaire, c'est-à-dire là, on a une fonction de production Q égale à F de KL égale à K plus BL. Il s'agit là d'une fonction de production linéaire qui représente ce cas de figure. D'accord? Lorsque l'isoquante est sous forme d'une droite. Là, on pourrait dire qu'il y a une relation linéaire entre le niveau de production, et la quantité des facteurs de production utilisés. Il s'agit forcément de deux facteurs qui sont parfaitement substituables. D'accord? Le deuxième cas de figure, c'est une fonction de production de ce type-là, dite de courbe de glace, Q de FKL égale à 1, fois K à la puissance alpha, fois L à la puissance bêta. Dans ce cas-là, la relation entre les facteurs de production et le niveau de production n'est pas linéaire. Première chose. Deuxième chose, il n'est pas tout à fait nécessaire d'utiliser une quantité de capital et une quantité de travail dans des proportions bien déterminées, dans des proportions qui sont fixes. Toutefois, une telle fonction de production assume un certain degré de substituabilité entre les différents facteurs de production. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite le courage dans votre examen. Allez, je vous remercie, Inch'Allah, dans l'espérance de se voir prochainement. Merci à vous.